et qui redonnait à la Marseillaise son sens initial. Bonjour à tous, alors voilà, je fais cette vidéo pour répondre à Zineb El Razoui qui sort un torchon. Hein, bon, moi j'ai vu que ils appelaient ça un essai, moi je pense que c'est plutôt que ce soit un livre de type essai, je pense que c'est un torchon réussi. Hein, je l'ai pas encore lu mais je vais le lire, Zineb, alors j'ai pas envie de me le procurer, j'ai pas envie de l'acheter. Par contre si quelqu'un l'a déjà acheté et a envie de s'en débarrasser plutôt que de se torcher le cul avec, vous pouvez me l'envoyer, contactez-moi, je vous dirai... vous me l'envoyez, ça me fera super plaisir. Voilà donc Zineb El Razoui qui sort son torchon. Elle est présentée comme une journaliste militante des droits de l'homme, rescapée des attentats de Charlie Hebdo, ce qui est faux, hein, puisque en fait elle n'était pas là. Donc elle est aussi rescapée des attentats de Charlie Hebdo que quelqu'un qui passait tous les jours par cette rue mais qui ce jour-là n'y est pas passé. Hein. Elle est sous la menace de plusieurs fatwas de mort. Alors quand même avant tout il faut savoir que Zineb El Razoui est donc une franco-marocaine, née en 1982 au Maroc, d'un père marocain et d'une mère française. Hein, voilà, donc son père travaillait à la Royal Air Force, je crois qu'il était mécanicien. Voilà, donc elle ne vient pas d'une famille ultra traditionnelle, hein, si je puis dire. Alors je vous préviens, c'est du grand n'importe quoi, accrochez-vous, si vous êtes debout, asseyez-vous, ne prenez pas trop de risques, hein, asseyez-vous plutôt par terre, parce que même la chaise elle peut péter, faites bien attention à vous, et c'est parti. Savez-vous ce que c'est que de naître dans un pays où vous n'avez aucun droit, où les choses les plus simples du quotidien sont interdites? Vous n'avez pas le droit d'aimer, pas le droit d'être vous-même, pas le droit de vous habiller comme vous voulez. Vous n'avez pas de droit, tout simplement, c'est inscrit dans la loi. Eh bien... Voilà, alors ça commence bien, je vous l'avais dit, hein, donc Zineb El Razoui est donc née au Maroc, hein, et au Maroc vous n'avez visiblement aucun droit, c'est bien connu internationalement. Donc nous allons faire un petit tour au Maroc pour voir un petit peu comment ça se passe là-bas. Voilà. Voilà, donc vous avez vu un petit peu toute l'envergure du Maroc islamiste, hein, fasciste. Hein, merci Zineb pour votre intervention. Merci beaucoup, on continue. Eh bien moi je le sais. Je sais ce que c'est que de naître dans un pays musulman, où les lois sont régies par l'islam et où la liberté de facto n'existe plus. L'islam appliqué, c'est l'islamisme. Et l'islamisme appliqué, c'est le terrorisme. D'accord. Alors, pardon, qu'est-ce qui t'arrive là, Zineb? Qu'est-ce que t'as mangé trop de harira? C'est quoi ton problème? Overdose de makrout? Où est-ce que t'as qu'est-ce qui vient de se passer dans ta tête? Donc l'islam appliqué c'est l'islamisme et l'islamisme appliqué c'est le terrorisme. Donc l'islam c'est le terrorisme. D'accord. Tu veux peut-être un éclair au chocolat pour te détendre ou qu'est-ce qui va pas dans ta tête? T'as un énorme problème. Donc en fait, on peut dire tout et n'importe quoi, c'est ça, et puis on peut écrire un livre, la démocratie appliquée, c'est la pâte à crêpes, et la pâte à crêpes appliquée, c'est le satanisme. C'est bon, en fait, merci Zineb, grâce à toi, on peut dire tout ce qu'on veut. Bravo. Pour moi, l'islam n'est pas une religion de paix et d'amour. Pas plus que les autres religions d'ailleurs. L'islam ne pourra cohabiter avec la paix et l'amour que lorsqu'il sera complètement soumis aux lois des hommes,
aux lois de la République française et aux lois des pays démocratiques dans lesquels il essaie de s'imposer aujourd'hui comme une idéologie qui régit la société. Ah, d'accord, donc là vous commencez à prendre un petit peu la température, hein, vous voyez un petit peu l'envergure de ce qu'on a en face de nous. Donc l'islam ne pourra cohabiter avec la démocratie que quand il se soumettra complètement aux lois de la République et aux lois aux lois des hommes et aux lois de la République française. Donc en fait il faut que tous les pays du monde adoptent les lois de la République française. D'accord. Là, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que t'as fumé au Maroc? Un chameau? C'est quoi ton problème, Zineb? L'islamisme est un fascisme. Il est un fascisme dans le sens où c'est un totalitarisme qui ne tolère pas la différence, qui ne tolère rien qui sorte de ses préceptes. Voilà, donc je vous propose tout de suite d'aller en Sourate 5, verset 48, pour voir un petit peu ce que dit directement le Coran à ce propos. Voilà, Sourate numéro 5, verset 48. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors, il vous informera de ce en quoi vous divergiez. Voilà, je vous propose également d'aller faire un petit tour, hein, puisque c'est peut-être pas suffisamment clair pour tout le monde, en Sourate 10, verset 99. Il est là. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Voilà, donc ça me semble assez clair. Hein. Ce que tu dis là, Zineb, c'est n'importe quoi. Va boire un Fanta, mais il faut que tu te détendes, il faut que tu respires, parce que là on sent que tu es tendu. Hein. Allez, on continue, je sens que ça va être épique. C'est un totalitarisme parce qu'il nous a prouvé, encore une fois, que lorsqu'il ne pouvait pas s'imposer par la raison, il ne le pourra jamais, eh bien mais bien sûr, on ne s'impose pas par la raison à partir du moment où c'est la raison qui parle. On ne s'impose pas. C'est comme ça, c'est la raison. Et quand quelqu'un décide par la raison de faire un choix, bah c'est un choix qui ne lui est pas imposé. Donc on ne peut pas imposer par la raison. Zineb, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. S'impose par la violence, par les armes et par le crime. Alors j'aimerais bien savoir à quel moment, hein, en Europe, des islamistes ont-ils essayé de s'imposer par le crime? À quel moment t'es sorti dans la rue et t'as entendu des mecs dire bon t'es française, ouais, bon bah maintenant tu vas croire, hein, parce que sinon on te tue? Ça ne s'est jamais produit, hein. En tout cas moi j'habite à Paris, j'ai pas vu ça, hein. Donc je sais pas d'où tu sors ça, Zineb, hein, mais alors on peut dire tout et n'importe quoi dans ce cas-là, mais faut prévenir, faut mettre une petite astérix. Je dis n'importe quoi. On voit à quel point les islamistes, avec toutes leurs différentes strates, leurs différentes facettes, essayent de s'imposer dans les sociétés occidentales, lorsque ce n'est pas par la terreur des armes, par le Voilà, donc là, visiblement, on ne sait pas quand ça s'est produit, mais alors, ok, admettons. crime, ils essayent de s'imposer en empruntant les voies de la justice. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. D'accord, donc en fait, t'as des mecs qui viennent un peu s'imposer par les armes, mais comme ça marche pas, ensuite ils s'imposent par la justice. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Zineb? T'es parti ce matin, t'as laissé ton cerveau chez toi ou qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème? Et comment on fait pour s'imposer par la justice? Mais on ne peut pas s'imposer par la justice. Si la justice nous donne raison, ce que tu dis c'est n'importe quoi, tu réfléchis comme une paire de babouches là. Allô, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? De s'imposer par la culture, Bon, on a assez perdu de temps comme ça. de s'imposer en détournant de nobles combats comme le combat antiraciste, comme le combat pour les libertés individuelles, pour en faire des outils de défense de cette idéologie islamiste-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Des islamistes ont repris le combat pour les libertés individuelles Mais c'est... Dans ce livre, j'ai essayé de décortiquer le fascisme islamique. J'ai essayé de définir pourquoi l'idéologie islamiste est un fascisme comme les autres, est un fascisme probablement plus dangereux que les autres, parce que c'est un fascisme qui a pour unique but d'imposer le règne de l'islam et de gommer, d'écraser
toute différence. Mais tous les fascismes sont pareils. Le fascisme, c'est justement le fait d'écraser ce qui ne lui ressemble pas. Ce que tu essayes de faire toi en ce moment, c'est du fascisme. C'est pour ça que je comprends pas ta démarche là en fait. Ton fascisme à toi il est bon, mais celui des autres il est pas bon. D'accord. Alors toi tu dis que l'islam c'est du fascisme. Bon bah écoute, voyons un petit peu ce que dit l'islam à ce propos, hein, à propos du fascisme. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les chrétiens et les sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah, de la parfaite croyance, c'est-à-dire ajouter foi au prophète Mohammed et à ce qu'il a apporté au jour dernier, et accompli des bonnes œuvres, sera récompensé par ce Seigneur, et il n'éprouvera aucune crainte et ne sera jamais affligé. Voilà, ça me semble clair. Hein? Pour l'islamisme, le monde se divise en deux. Le monde se divise en deux catégories. La maison de l'islam et la maison de la guerre. Tout ce qui n'est pas situé à l'intérieur de la maison de l'islam, eh bien, c'est un territoire de conquête et de guerre. Voilà, donc alors pas du tout, hein, pas du tout. En islam, voilà, le monde se divise en deux catégories, le monde musulman et le monde non musulman. Mais à aucun moment, on doit faire la guerre aux non musulmans. Voilà, si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru, est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Encore une fois, hein, voilà. C'est bien la preuve que tu dis n'importe quoi là, faut arrêter quoi. Mais je pense qu'elle est partie sur une très belle lancée. 5 chapitres, je déconstruis ce fascisme islamique. Quels sont ses outils dialectiques? Quelles sont ses ruses sémantiques? Quels sont ses mensonges historiques? Oh, toi, t'as une tête à t'appeler Véronique. Sur le mythe du vrai islam, par exemple, qui était ce personnage de Mahomet, ce chef de la Oumma, ce chef d'État perpétuel qui jouit d'un tel culte de la personnalité, celui qui fait encore couler du sang, en avait-il fait couler de son vivant? Eh bien, tout est dans la Sira. Alors, je vous propose d'aller faire un petit tour pour voir. Le célèbre historien français, Gustave Le Bon, dans son livre La civilisation de l'islam et des Arabes, a déclaré: sans aucun doute, il était le possédant du plus haut degré d'intelligence, de sagesse et de sensibilisation. Voilà, il y en a des tonnes, hein. Voilà, il vous suffit d'aller sur ce lien-là, hein, vous pouvez taper ça, il y en a d'autres, hein, il y en a 10 000 des comme ça, voilà, tout le monde de la science occidentale a fait son petit papier sur le prophète, donc là il n'y a pas de problème. Alors peut-être qu'ils se sont tous trompés et que c'est Zineb El Razoui qui a raison, ouais, j'ai tendance à croire que c'est pas le cas, hein, mais bon, c'est possible, hein, peut-être que Zineb El Razoui est un génie. Hein. Je m'attache à expliquer ces textes de la Sira, parler des massacres commis par les troupes de Mahomet envers les tribus de Banu Qaynuqa et de Banu Quraïda. Vive la République, vive la France. Des sources historiques qui sont dans la Sira, qui sont adoubées, y compris par la communauté des musulmans. C'est le scénario qui est en train de se profiler aujourd'hui de façon insidieuse dans la société française et partout ailleurs en Occident. C'est ce scénario-là que je n'ai pas envie de voir arriver. C'est ce scénario-là qui me projette dans ce que j'ai vu monter pendant des années dans les pays musulmans. Mais qu'est-ce que t'as vu? T'as rien vu? Qu'est-ce que tu peux voir avec la patate que t'as à la place du nez? T'as rien vu du tout. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui dans une espèce de candeur généralisée. Donc là, candeur généralisée, ça veut dire là on est trop gentil par rapport à ce qui se passe. On devrait sévir. D'ailleurs, on va voir un petit peu après ce qu'elle préconise, cette Zineb. Une espèce de climat de capitulation. Je ne crains pas le mot, je pense que vis-à-vis de ces gens-là, il faut une véritable épuration maintenant. Il faut les enfermer, il faut les traquer, il faut les terroriser, il faut les éliminer de la société, les priver de liberté, ça c'est sûr. Il est temps que nous affirmions tous, comme je l'ai fait, ici le 13 janvier, les valeurs de la République. Vive la République et vive la France. Donc dans le document, on comprend bien la manière de penser de Zineb El Razoui. Elle dit qu'il n'y a pas d'amalgame à faire, quoi. Maintenant, c'est bon, il faut arrêter avec les pas d'amalgame. Un musulman est un musulman, et donc en fait, ils sont tous pareils. Hein, il n'y a pas de... Voilà. Donc quand elle dit qu'il faut une épuration, ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle parle de tous les musulmans. Si on reprend mot pour mot son propos, vous pouvez aller voir, hein, vous regardez le document en entier, moi je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures, mais voilà, c'est exactement ce qu'elle dit en fait. Hein. Donc cette femme-là est très dangereuse. Ce qu'il faut faire, ce que la France devrait faire, c'est la renvoyer peut-être du côté de chez elle. Hein.
face à la montée de ce fascisme islamique. Je parle également des mœurs matrimoniales de la société primitive de Mahomet. Je parle par exemple de la pratique du concubinage. Donc elle, voilà, le concubinage c'est non, par contre, tromper son mari, tromper son conjoint, les relations sexuelles libérées, c'est bon. Donc là, il y a une énorme hypocrisie occidentale qui dit que en fait, on ne peut se marier qu'avec une seule personne. Par contre, cette personne, on peut la tromper 1000 fois. Voilà. Alors que, effectivement, en islam, ben, si vous avez la possibilité financière d'entretenir, entre guillemets, hein, parce que maintenant aujourd'hui les femmes travaillent, mais si vous avez la possibilité de vivre dignement avec 2 femmes, 3 femmes ou 4 femmes, dans la mesure où vous êtes capable aussi de les traiter de manière strictement égale, vous pouvez avoir 1, 2, 3 ou 4 femmes. Le fait est qu'elles sont au courant, hein. Mais alors en Occident, non, tu as le droit à qu'une, par contre tu peux la tromper avec qui tu veux. Voilà, donc c'est une petite hypocrisie à l'occidental que semble partager parfaitement Zineb El Razoui, hein, puisque elle regrette que dans le pays d'où elle vient, hein, le pays sans droit, hein, eh bien, elle ne peut pas être qui elle est, elle ne peut pas s'habiller comme elle veut, elle ne peut pas aimer, voilà. Donc on est dans une diarrhée psychologique totale là. De l'esclavage également, je parle Alors on a entendu, oui, esclavage, effectivement, hein, mais rappelons que l'esclavage aux USA a été aboli le 18 décembre 1865, n'est-ce pas? Il se trouve que l'esclavage était pratiqué dans le monde entier jusqu'au 19e siècle. Hein, donc faut arrêter de faire comme si c'était une pratique purement islamiste, ce qui n'est pas du tout le cas. Mariage, de la vie privée de Mahomet, de son mariage avec Aïcha, qui avait, selon les sources, entre 7 et 9 ans. Ah, le prophète mariait une fille de 9 ans. Ça, c'est un sujet très intéressant, vraiment très intéressant. Oui, tous les détracteurs de l'islam, ils montrent toujours ce hadith Bukhari, en plus, hein, un des hadiths dans la collection qui a été rassemblée par Bukhari, et qui, en effet, alors la traduction, c'est vrai, Abu Bakr demande à sa fille, tiens, c'est quand exactement tu t'es marié? Elle dit, ben voilà, le mariage qui correspond à nos fiançailles chez nous. Donc la promesse au mariage s'était faite à 6 ans, et le mariage, la consommation du mariage, lorsqu'elle a été habitée avec le prophète, s'est faite à 9 ans. Alors, évidemment, on voit ce texte, on dit, et ces hadiths sont authentiques. Ils ont été racontés par. Il y a des biographies de chacun des narrateurs. Ils ont tous l'air d'être très crédibles. Donc c'est vrai que c'est embêtant. C'est embêtant. Et puis j'ai eu vraiment la grande joie de rencontrer un docteur en islamologie qui donne cours à Halifax, au Canada, un Égyptien d'ailleurs à l'époque, enfin d'origine. Et puis il m'a dit, mais non, pas 9 ans. Je dis, non, mais c'est hadith. Oui, non. Non, il dit les chiffres, il dit, t'es né en quelle année? En 59. Donc, il dit, t'as quel âge? Ben, je disais mon âge. Non, t'as dit 59. T'as pas dit 1959. T'as dit 59. C'est 2011 aujourd'hui, t'as 1951 ans, c'est tout. Parce que 2011 moins 59, c'est... Non, attends, je suis né en 1950. Ah oui, mais tu ne l'as pas dit. Oui, je ne l'ai pas dit, non, enfin, tout le monde le sait. Voilà, il dit, tout le monde le sait. Il dit, moi, quand je présente mon livre, je dis, c'est mon 27e. Mais tout le monde sait que c'est après le 400e. Ça veut dire que j'ai écrit 427 livres et je dis, c'est le 27e. Mais en arabe, je peux le faire comme ça. Mais quand il dit, je le fais en anglais ou en français, je dois dire, c'est le 427e parce qu'il n'y a pas cette habitude. Or, l'arabe, il n'y a pas cette habitude. Et c'est vrai, j'ai réfléchi à ça, je dis, tiens, c'est intéressant. Et j'étais à Fès et on regardait un mouton. Ah, un mouton, bientinu khemsin, 250 dirhams. Oh, je dis, c'est pas cher, ça. Ça fait 25 € pour un mouton. Et je dis, c'est pas cher. Oui, je dis, oui, moi je prends. Et puis il me dit, oui, et je donne 250. Non, c'est après les 1000 dirhams. Tout le monde sait que c'est au moins 1000 dirhams pour le mouton. Donc c'est 1250. Ah. Donc les Arabes, ils parlent après quelque chose. Ça veut dire que il y a une philosophie autour des chiffres qu'il faut connaître dans les langues, autrement on est à côté de la plaque. Donc ce hadith, en réalité, 6 ans et 9 ans, c'est après quelque chose, mais c'est pas nécessairement après la naissance. Donc l'État du Massachusetts aux États-Unis permet aux filles de se marier à 12 ans. Mais ça choque personne, ça.
Ça, Zineb El Razoui, elle n'est pas choquée. 12 سنة. أما ولاية نيو هامشير Et l'État du New Hampshire permet aux filles de se marier à l'âge de 13 ans. Et pour information, c'est l'âge moyen de la puberté aux États-Unis. Au XIe siècle, Urraque, première reine de Léon et Castille, s'est mariée à l'âge de 8 ans. Au XIIe siècle, le roi de France Philippe-Auguste II épousa Isabelle alors qu'elle n'avait que 10 ans. Juana, reine de Sicile, épousa William II à l'âge de 11 ans. Et au XIIIe siècle, à l'âge de 11 ans, la princesse Jeanne Ier de Navarre épousa le roi de France Philippe IV le Bel. Au XIVe siècle, la princesse royale Isabelle de Valois épousa Calais Richard de Bordeaux à l'âge de 8 ans. Le code de Napoléon permettait les relations sexuelles à partir de 11 ans, puis l'a augmenté à 13 ans. Donc vous voyez, le fait d'épouser une femme en fonction de son âge, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. On ne peut pas juger aujourd'hui les actes de ce type-là qui se sont produits il y a 1500 ans. Ça c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Hein. Par contre, aujourd'hui, la démocratie, voyons un peu ce qu'elle produit. Il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Vous parlez de la beauté du monde et de la beauté du sexe, mais concrètement, en acte, que faites-vous? Que faites-vous sinon brandir sans cesse le bâton de la morale? Mais oui, que faites-vous? Sur les enfants, la beauté du sexe sur les enfants. Écoutez, je pensais que le débat était très arriéré en Italie, je m'aperçois. Je vous en prie, le sexe avec les enfants, je vous en prie. Ce sujet-là est un sujet qu'on ne peut plus aborder aujourd'hui. Plus personne n'ose parler de la sexualité des enfants. Mais il n'a pas parlé de ça, j'ai mal entendu. C'était sur les jeunes, quoi. Non, mais vous êtes... Non, j'ai entendu ça. Aujourd'hui. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux. Mais bien sûr, et alors là, chaque fois, on revient à la pédophilie. La pédophilie est un sujet qui est maintenant totalement interdit. C'est politiquement correct. Vous ne pouvez plus dire un mot sur ce sujet. Sans être diabolisé. Voilà, donc ça c'est la démocratie vers laquelle Zineb El Razoui aimerait diriger la France. Hein. Voilà, donc tout est logique, il n'y a aucun problème. Allez, on continue. Je parle de cet homme qui constitue aujourd'hui l'exemple suprême pour l'idéologie islamiste. Je définis également ce que c'est que le salafisme. Le salafisme n'est pas une interprétation des textes islamiques à la lettre, comme on peut le penser. Non, le salafisme, c'est simplement le fait de suivre l'exemple des salafs. Les salafs, ce sont les ancêtres vertueux. Évidemment, Mahomet est à la tête de ces ancêtres vertueux. Voilà, donc visiblement, c'est un problème pour elle de suivre les gens vertueux. Hein. Ils étaient vertueux, donc ce serait dommage de les suivre. Hein, ça, c'est le salafisme. Non au salafisme, non à ceux qui suivent les gens vertueux, non à ceux qui suivent le bon exemple. Voilà, merci beaucoup Zineb, merci beaucoup pour cette pensée tout à fait construite et logique. Hein, t'es logique comme une grosse qui avale des beignets au sucre pour oublier ses kilos en trop, quoi, en fait. Hein. T'es débile, t'es une pauvre connasse, hein, pardon. Je consacre aussi un chapitre aux collaborationnistes du fascisme islamique, parce qu'aujourd'hui, cette idéologie criminelle ne peut pas avancer dans la société française sans qu'elle soit dotée d'une étiquette de fréquentabilité par certaines personnes a priori insoupçonnables de sympathie avec l'islamisme. Je parle d'une catégorie d'hommes politiques qui préfèrent diviser la société en communautés, qui préfèrent faire le jeu des islamistes et des imams pour mieux être élus. Oui, c'est vrai que dernièrement, et depuis toujours d'ailleurs, les hommes politiques font le jeu de l'islam. Hein. On a bien compris ça tout l'été avec le burkini, le voile. Marianne, le symbole de la République, elle a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. C'est ça Marianne. C'est ça ce que nous devons, nous, toujours porter. Ils font tout pour que le musulman se sente bien en France. Hein. Bravo encore pour cette superbe analyse socialo-politique Zineb. Bravo. Je parle aussi de l'extrême gauche, évidemment. L'extrême gauche qui est la première responsable de ce glissement idéologique qui fait aujourd'hui des musulmans une espèce de communauté à part, une communauté qui est faible,
qui est inférieur et qu'il faut donc protéger, à qui il faut accorder une tolérance supérieure aux autres, à qui il faut accorder des passe-droits sous prétexte que c'est leur culture. Des passe-droits sous prétexte que c'est leur culture. La culture du passe-droit, c'est quoi le délire? Est-ce que t'es sûr que la communauté musulmane, c'est la communauté qui a des passe-droits? Est-ce que tu es sûr de ça, Zineb? On va pas commencer à pointer du doigt, mais on a tous compris, hein. Nous pouvons être fiers d'être tous ensemble avec les Juifs de France. Vive la République et vive la France. En réalité, sous couvert d'antiracisme, cette idéologie gauchiste, crypto-islamiste, sombre dans ce qu'il y a de plus raciste aujourd'hui, c'est-à-dire le différentialisme culturel. Le crypto-islamisme, donc crypto-islamisme, c'est un concept qui consiste donc à cracher sur l'islam en public, mais ensuite dans les coulisses à dire non en fait j'aime beaucoup l'islam. C'est quelque chose qui ne s'est jamais produit et qui ne se produira jamais. Hein. C'est l'inverse qui se produit en général, Zineb, si tu réfléchis bien. Hein. En public tu dis oui non mais l'islam c'est super, et en cachette derrière tu lui craches dessus. Hein, on crache toujours en cachette et on est très gentil en façade, mais le crypto-islamisme ça n'existe pas. Et de toute façon si c'est crypto-islamisme, donc si c'est en cachette, comment tu peux le savoir, hein? En fait tu inventes un terme comme ça, tu reprends un terme qui parle d'une pratique qui ne peut pas être prouvée et tu es toute contente. Voilà, c'est vrai que crypto-islamisme ça sonne quand même super bien, hein. Là franchement bravo, hein. Je parle aussi d'une catégorie de féministes qui ont fini par adouber le voile intégral, le voile tout simplement, parce que il n'y a pas que le voile intégral, il y a aussi le foulard. Voilà, donc les féministes qui ont adoubé le foulard. Donc en fait, quand on est féministe, c'est bien. Par contre, on peut pas être féministe et adouber le foulard. Ça, c'est pas possible. C'est forcément, on est une féministe, mais qui a été, comment dirais-je, influencée par le papa ou le grand frère, hein, ou la communauté. Ça c'est certain. Voilà. C'est complètement débile ce que tu racontes, Zineb. Ton niveau est tellement bas que pour t'écouter, j'ai besoin de me couper les ongles des pieds. C'est scandaleux. Mais comment t'as écrit ton livre? Je suis pressé de le lire finalement. Hein, qui est un instrument d'enlaidissement de la femme. En réalité, le foulard, c'est quoi? C'est un morceau de tissu qui rend la femme plus laide afin qu'elle ne provoque pas d'émoi sexuel chez les hommes. Donc c'est un bout de tissu qui réduit la femme à un objet sexuel et qui réduit l'homme à une bête en rut, incapable de contrôler ses ardeurs. Alors, déjà, l'homme est une bête en rut, incapable de contrôler ses ardeurs, hein, ça c'est une vérité, mais qu'est-ce que c'est que ta théorie bidon sur le voile qui est un outil d'enlaidissement de la femme? Mais pas du tout, mais absolument pas. Donc c'est quoi en fait? Pour ne pas enlaidir la femme, il faut la dévêtir? C'est ça, donc qu'est-ce que tu veux nous dire par là, Zineb? Ça n'a aucun sens, c'est dingue. Le voile est un outil d'enlaidissement de la femme, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les femmes le mettent elles-mêmes. Si elles décident, et de toute façon, si elles décident de s'enlaidir, les féministes là, est-ce qu'elles ont le droit de s'enlaidir, ou est-ce qu'il faut qu'elles vivent comme toi? Parce que toi, tu crois qu'avec ton rouge à lèvres et tes cheveux lissés là, t'es belle. Mais Zineb, tu ressembles à un doigt de pied. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu fais, Zineb? Mais toi, tu devrais porter un foulard. Alors, est-ce que c'est possible, toi, de t'enlaidir? Faudrait faire des tests. On a besoin de faire des essais. Je parle aussi, et pour moi c'est aussi un chapitre très important, je parle de l'islamophobie en terre d'islam. Eh bien, l'islamophobie en terre d'islam n'existe pas. Mais c'est normal. Comment veux-tu que l'islamophobie en terre d'islam existe? La phobie, c'est la peur de quelque chose que tu ne connais pas, de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Tu ne peux pas avoir peur de l'islam en pays islamique. C'est pas possible. C'est comme si tu travailles avec les araignées, tu passes ta vie avec les araignées, mais t'es arachnophobe, ça n'a aucun sens. Tu dis n'importe quoi, Zineb. Tu dis n'importe quoi. Je crois que t'as besoin d'eau. Quelque chose qui ferait rire les gens si vous leur en parlez. Ben oui, mais je te le confirme. Je te le confirme, Zineb. Tu me fais bien marrer. Pourquoi elle n'existe pas? Parce que là-bas, ils ont mieux, les islamistes. Ils ont le délit de blasphème, ils ont le délit d'insulte à la religion et le délit d'apostasie. Lorsque vous dites en terre d'islam
ce qui vous fait taxer d'islamophobie ici, eh bien là-bas, on ne vous taxe pas d'islamophobe, on vous met en prison, on vous condamne à mort, on vous condamne au fouet, ou bien on vous tue. Et les personnes, les intellectuels, les artistes, les esprits libres, qui ont fait les frais de ce fascisme islamique dans les pays musulmans ne se comptent plus. J'en donne plusieurs exemples dans le livre. Je parle de Faraj Fouda, assassiné par les frères musulmans dans les années 90. Je parle de Nahed Hattar, le dernier intellectuel qui a été assassiné par les islamistes en Jordanie il y a à peu près un mois. Je parle de Walid al-Husseini, de Nawal Saadawi, de Salman Rushdie. Je parle de Taslima Nasrin. Vive la République! Vive la France! Et de tous ces intellectuels nés dans la culture musulmane, ces libres penseurs qui ont contesté cette idéologie-là, qui se sont opposés à elle et qui en ont fait les frais, soit en allant en prison, soit en sacrifiant leur vie, soit en menant une vie de paria, d'exilés et de fugitifs. Mais là, ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est de la politique, là, c'est de la politique, au même titre que Dieudonné n'a pas pu jouer ses spectacles là, parce que la politique la lui a interdit. Mais à aucun moment, c'est la communauté qui lui a interdit. Il faut savoir faire la différence entre la politique et la religion, entre le religieux et l'homme politique qui utilise la religion à des fins, voilà. Enfin, faut arrêter de dire n'importe quoi. Bref, son livre est en librairie, hein, certainement au rayon PQ. Si quelqu'un... a fini de se torcher avec, il peut me l'envoyer, hein, vous m'envoyez un petit message, j'ai vraiment très envie de le lire pour en faire une petite critique voilà, personnelle. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, à la prochaine.